Alors bonjour à tous, aujourd'hui on réalise un podcast dans le cadre de la chaire Reset, réseau électrique et société en transition. En cette journée du Geek Pride Day, de la journée internationale du geek, je suis en compagnie de Antoine Baccini, qui est étudiant à l'université Bordeaux-Montaigne, qui vient de réaliser un mémoire sur l'entreprise Lucasfilm depuis sa création, donc toute son œuvre qu'il a soutenue sous la direction du professeur Christophe Bouneau, qu'on connaît très bien ici à la chaire Reset. Aujourd'hui, dans cette journée internationale du geek, on va revenir sur l'objet geek en général, et je précise avant toute chose que cette journée a débuté depuis 2006. Donc Antoine, pourquoi cette date? Pourquoi pas le 4 mai, puisqu'on sait que le 4 mai, le Force May Be With You, je crois, quelque chose comme ça, fameux jeu de mots avec la réplique culte de Star Wars. Pourquoi pas le 4 mai, et le 25 en particulier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette date du 25 mai, elle n'a évidemment pas été choisie au hasard, puisqu'elle constitue au sein de la culture geek une triple référence. En effet, c'est d'abord le 25 mai 77 que sortait dans les salles obscures le premier volet de la saga Star Wars, qui est donc évidemment un point séminal de la mainstreamification de cette culture. Mais c'est aussi la date du jour de la serviette, qui est un hommage à l'écrivain britannique Douglas Adams, l'auteur du classique de science-fiction Le Guide du voyageur galactique. Et enfin, le glorieux 25 mai est, dans l'univers des Annales du Disque Monde, la saga fantasy littéraire culte de Terry Pratchett, une journée de commémoration du sauvetage de la cité d'Ankh-Morpork. Finalement, au niveau de la diffusion, c'est un peu un événement comme Halloween. C'est d'abord situé sur un territoire en particulier, ou est-ce que c'était quelque chose qui s'est globalisé à l'échelle mondiale? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une initiative qui a vu le jour en Espagne, grâce aux efforts du blogueur Germán Martínez. À Madrid, 300 individus se revendiquant geeks se rassemblèrent à son appel le 25 mai 2006, reconstituant un imposant Pac-Man humain, et célébrant ainsi leur culture par ce geste symbolique. Un manifeste fut même mis au point, rassemblant un florilège des obligations et des droits fondamentaux du parfait geek, à l'instar du droit de ne pas aimer le foot ou les sports de manière générale, ou encore par exemple l'obligation de visionner tout film geek le jour de sa sortie. Ensuite, ce concept s'est rapidement répandu en fait en Occident, puisqu'il est depuis 2008 officiellement célébré aux États-Unis, et l'année suivante, le célèbre Science Channel s'en emparait, prenant une part active dans les festivités en diffusant une programmation spécialement adaptée à l'événement. Depuis le début des années 2010, il est largement célébré dans l'ensemble de l'Europe et au-delà. Certaines nations, à l'instar de la Suède, organisent même désormais des Geek Pride Parades. Et si l'on écoute David Perron, auteur de l'ouvrage Culture Geek et spécialiste de la question geek en France, cette dynamique correspond à un mouvement global de généralisation des événements liés à la culture geek, qui s'inscrit donc dans un processus de globalisation de celle-ci. Mais pourtant, le terme geek, c'est plutôt récent. Qu'est-ce qu'il désigne aujourd'hui quand on dit « Tiens, lui, c'est un geek, eux, ce sont des geeks, c'est une œuvre destinée aux geeks ». Enfin, qu'est-ce qu'il désigne? Et étymologiquement, on peut le dater de quand en particulier? Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que la culture geek a longtemps été marginalisée. Le mot geek est apparu vraiment en Occident à la fin des années 50. Et cette figure-là était très moquée, puisque le terme était utilisé comme un antonyme du mot cool, et le geek était alors considéré comme différent, mais dans le mauvais sens du terme. Rejeté par les autres, donc, en raison de sa personnalité, et de ses centres d'intérêt aussi. On le présente volontiers et on l'imagine comme un individu étrange, profondément impopulaire et renfermé sur ses passions, éprouvant un fort intérêt pour les comics, l'informatique, les jeux de rôle et les univers imaginaires en général. Si ça date depuis 70 ans, on a donc des éléments pour retracer l'histoire du geek d'aujourd'hui finalement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une dynamique qui a beaucoup évolué, puisque le geek est passé de outcast à finalement maintenant presque un influenceur au cœur des tendances actuelles de la pop culture. Et cette dynamique-là a commencé en fait de manière prononcée au début des années 2000, puisque depuis cette date, la culture geek nourrit de plus en plus la culture mainstream. Qu'est-ce que tu entends par la culture mainstream justement ? La culture mainstream, c'est la culture grand public, la culture dominante que l'on va retrouver notamment au cinéma, dans les grandes franchises qui marchent bien. Cette dynamique a donc évolué depuis le début des années 2000 et cela est dû à plusieurs facteurs qui ont été déterminants dans ce processus. Le premier, c'est le succès foudroyant rencontré par les adaptations cinématographiques d'œuvres emblématiques de la culture geek,
à l'instar de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, ou encore des premiers films du Marvel Cinematic Universe. Les franchises cinématographiques les plus populaires deviennent alors des œuvres au cœur de la culture geek, dynamique qui avait été initiée par le succès de la trilogie Star Wars dès la fin des 70s. Salut à tous. D'autre part, on remarque dès les années 90 l'émergence de la figure du successful geek, à l'instar de Bill Gates qui devient en 95 l'homme le plus riche du monde, ou encore de Steve Jobs et Mark Zuckerberg plus récemment, qui sont tous trois devenus en fait des milliardaires grâce à leur geekiness, à leur culture geek. Ouais, c'est-à-dire leur geekiness du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment le traduire exactement? Leur attitude de geek en fait, leur C'est comportement, ça, leur façon leur centre d'intérêt, le fait que cette culture soit au centre de ce que ces individus sont en fait. Ceux dont on se moquait auparavant ont utilisé finalement les objets de ces coolibés, c'est-à-dire leur attrait pour la technologie notamment, pour devenir des individus couronnés de succès et des symboles de réussite. Enfin, c'est l'explosion d'Internet et de la culture informatique qui a aussi largement participé à ce processus. Parce qu'à l'heure actuelle, en Occident, la majorité de la population possède un ordinateur, un smartphone, et les consommateurs de jeux vidéo sont de plus en plus nombreux. Donc les comportements jugés autrefois anormaux, à l'instar du fait de passer des heures devant un écran, sont aujourd'hui devenus presque la norme. Et le succès d'Internet et des nouvelles technologies auprès du grand public permet donc aux geeks d'être perçus différemment. Un geek, est-ce qu'on se définit comme tel en fait? Est-ce qu'on se dit bah tiens je suis un geek, je suis différent de mon voisin, enfin est-ce que c'est une façon d'être finalement un geek? Alors justement, aujourd'hui, être un geek, c'est en effet devenu quelque chose que l'on revendique et dont on est parfois fier, puisque aujourd'hui, 60% des 83 millions de millennials se considèrent comme des geeks. Cependant, une frange de ceux qui se définissent comme de véritables geeks, ou des geeks hardcore, vont rejeter cette utilisation globalisée du terme geek, qui est selon eux vide de sens. Ils estiment que les médias et une vaste part de la société utilisent à mauvais escient ce terme, et ont le sentiment que l'on cherche à récupérer, à s'approprier ou encore à vulgariser leur culture devenue cool. Pour eux, être un geek, c'est une succession d'éléments. Il ne suffit pas d'aimer Star Wars ou de jouer à quelques jeux vidéo pour en être un. Certains membres de la culture geek se font ainsi parfois excluants, ce qui est un ironique retournement de situation, car ils perpétuent finalement à l'inverse cette même exclusion dont ils étaient auparavant eux-mêmes les victimes. Comme tu viens de le dire, c'est un peu un terme qui a souvent été vu de façon péjorative. C'est pas une insulte, mais on se rappelle il y a 10 ans, notamment avec la célèbre série télé Nerds sur No Life. C'était un peu le moment, vers ces années-là, tout début des années 2010, des années 2000, je crois que c'était 2008 ou 2007, cette série en fait qui vulgarisait le terme No Life. Donc il y avait un peu en concurrence le terme geek, le terme No Life. C'était un peu vu comme péjoratif finalement. Quota. Bien sûr, et d'ailleurs cette connotation remonte à très loin en fait, parce que si on devait faire l'étymologie du mot geek, on se rend compte qu'elle remonte en fait au Moyen-Âge, où ce terme désigne en fait un individu qui se laisse facilement berner, considéré comme un idiot par le terme de la société. On retrouve d'ailleurs le terme geek, signifiant idiot, dans d'anciennes formes d'allemand. La chasse au pipeau. Dès l'origine, ce terme avait une connotation péjorative qui s'est ensuite répandue petit à petit en Europe avant d'atteindre les États-Unis, où il a explosé, comme je le disais, entre la fin des années 50 et le début des 60s en fait. Tu nous as dressé là le tableau incroyable qui date d'il y a 6 siècles de ce terme qui aujourd'hui est utilisé partout, tout le temps, pour désigner, comme tu dis, de façon mainstream, un peu un autre nom de la culture pop en fait, si on le veut. C'est aussi un statut ou comment ça se passe en fait? Aujourd'hui, être geek, c'est un statut que certains revendiquent avec fierté et que d'autres convoitent. Et ceux qui se considèrent comme de véritables geeks vont cependant se différencier par leur niveau d'implication dans les univers qui les passionnent par rapport à ceux qui vont se contenter de jouer à un jeu vidéo ou d'aller voir une série de films, ce qui lui permet donc de se singulariser par rapport à la masse. Et il existe d'ailleurs encore de nombreux pans de cette culture qui échappent complètement au mainstream, à l'instar des jeux de rôle, de la collection de figurines ou de miniatures, du cosplay. Et finalement, toutes ces évolutions permettent de faire sortir le geek du cliché de l'adolescent attardé, asocial, vivant uniquement pour son ordinateur et ses mondes imaginaires, tandis qu'une vaste frange de l'humanité, notamment en Occident et en Asie de l'Est, se geekifie. Eh ben ça tombe bien Antoine, parce que du coup tu allais rencontrer virtuellement Damien Becbédé, qui est le fondateur de l'événement annuel du Bordeaux Geek Festival, qui se tient depuis 2015 au centre des expositions de Bordeaux, et tu allais l'interroger justement sur cette question de la geekification.
Ça va. Vous allez bien? Ouais, on peut se tutoyer si tu veux. Ok, d'accord, carrément, ça marche. Je préfère aussi. Alors, le premier truc qui m'a frappé, et une question qui me frappait déjà avant de me pencher sur le sujet, c'est que lorsqu'on s'intéresse à cette culture-là, aujourd'hui, on ne peut que constater qu'elle semble être devenue en fait le nouveau mainstream au niveau de la pop culture. Et donc, ma question concernant ce point-là est finalement en deux temps. C'est d'une part, est-ce que toi, qui es un acteur très impliqué dans cette culture, tu expliques cela? Et d'autre part, quel est ton point de vue en fait sur la question? Ouais, si tu veux, moi ça fait, j'ai commencé, je suis né dans les années 80, début des années 80, j'ai commencé à produire des événements sur la pop culture il y a 20 ans, fin 90, début des années 2000. Et si tu veux, ce que je pense depuis pas mal de temps, c'est qu'effectivement, on est passé du stade de sous-culture, un peu dans l'ombre, dans les garages, dans le sous-sol, et Stranger Things l'a très bien démontré, si tu veux, notamment sur les jeux de plateau, etc., à une culture, ça on va dire que c'était il y a encore 5 à 10 ans, et puis il y a eu une norme avec l'explosion, si tu veux, de séries phares telles que Game of Thrones, portées par des licences très fortes comme Star Wars, comme Le Seigneur des Anneaux, et puis des plateformes aujourd'hui qui démocratisent tout cela à fond, hein, je pense notamment à Netflix, Disney aussi qui vient d'arriver. Donc en fait, si tu veux, aujourd'hui c'est une vraie norme et tout le monde est en lien avec cette culture de près ou de loin, et même sans le conscientiser, si tu veux. À l'époque, c'est vrai qu'être geek, il y avait un côté péjoratif. Je pense que dans les anciennes générations, c'est toujours le cas. Moi, si tu veux, ça fait 20 ans que je me bats avec les journalistes et les médias pour donner une image plutôt éclairante et éclairée du geek. Pour répondre à la question, le geek pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, d'extrêmement curieux, d'ouvert, de tolérant aussi. Et ça, nous, si tu veux, on le ressent sur nos événements, parce qu'on insiste bien sur le principe de festival et non pas de convention. Pourquoi? Parce qu'on veut produire aussi une partie culturelle par le prisme de conférences, par le think tank le Club Arthur Dent, par des partenariats très structurants, par exemple avec HR7 et Enedis. Donc c'est tout ça qu'on porte et moi je suis heureux, si tu veux, très heureux de voir qu'aujourd'hui les geeks sont partout, parce que pour moi c'est aussi intimement lié, si tu veux, à une qualité très humaine liée à la bienveillance et à la gentillesse. Tous les gens qui m'entourent depuis 20, 30 et bientôt 40 ans sont à la fois geeks et extrêmement gentils. Justement, cette représentation qui, comme tu le dis, a beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle était dans les années 60, a longtemps été très péjorative. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon toi, cette dynamique de rejet finalement dont la communauté geek a longtemps été victime? Bah, tu sais, je crois que c'est le cas de toutes les micro-communautés, malheureusement, dans le monde et dans les histoires humaines. Quand on ne comprend pas, quand on ne s'intéresse pas, ça fait peur. Et la peur, la peur est mauvaise conseillère, la peur nous l'apprend d'autant plus. Si tu veux, il y a une espèce de lame de fond qui s'est créée avec tous ces gens qui ont grandi, qui ont aussi pris des postes clés, et puis l'essor des médias et de l'entertainment qui a fait qu'aujourd'hui c'est devenu absolument incontournable. Donc la niche a toujours fait peur, les communautés ont toujours fait peur, mais finalement quand on se penche sur tous ces univers, sur tous ces imaginaires, toutes ces productions et ces valeurs, si tu veux, moi j'insiste beaucoup pour les non-sachants aussi sur toutes les valeurs économiques, sociales et sociétales qu'ont pu apporter et que vont apporter la sphère geek. Donc je suis quand même très heureux et puis assez content d'avoir pu participer humblement à toute cette histoire-là, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Et justement, le BGS, c'était une manière donc de promouvoir cette culture à une époque où elle commençait à s'imposer dans le paysage mainstream. En fait, si tu veux, dans notre histoire, on a commencé, là c'est vraiment des histoires très personnelles, mais moi je suis geek, si tu veux, depuis l'enfance, hein, par le prisme du gaming, par les jeux de plateau, les jeux de rôle, les lectures, et puis j'avais une appétence malgré tout très forte
pour l'Asie du Sud-Est et notamment le Japon. Donc, si tu veux, assez naturellement, on a créé notre premier événement en 2005 qui s'appelle Animasia, ouais. Animagia de l'Asie. Et donc, on était plutôt centré sur la pop culture asiatique. Et effectivement, si tu veux, après la 10e édition d'Animasia en 2014, qui a été un succès phénoménal, parce qu'on avait quasi aucun moyen de communication, et on passe de 8000 à 16 000 visiteurs entre Pessac et Bordeaux, parce qu'on déménage entre 2013 et 2014. Et de là, si tu veux, j'avais un peu de frustration, parce que c'est vrai que si tu veux, pour être fidèle à la ligne éditoriale, on ne voulait pas dépasser le prisme de la pop culture asiatique. Et du coup, on s'empêchait de pouvoir évoquer et parler de sujets divers et variés. Et donc, comme une évidence, si tu veux, le BGF est né, Bordeaux Geek Festival à l'époque, Bordeaux Geek Fest maintenant, et ça nous a permis, si tu veux, de pouvoir aborder un champ des possibles juste incroyable et infini. Parce que quand on parle de pop culture, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais on touche quasiment à tous les domaines. Hein. En effet. C'est génial. Et bien, je te remercie. À très bientôt, bonne chance. À toi aussi. Salut. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de la chaire Reset, en compagnie toujours d'Antoine, qui portera sûrement sur les sources d'énergie dans les univers de science-fiction.